Hop là. Ah mince. Attends. On est découpé. Hmm. Je disais, on est découpé. Ouais, voilà. C'est pour ça le hop là. Bon, désolé pour le départ en retard. Je sais pas si y a vraiment des gens qui sont déçus. Mais ouais, j'ai eu mon ordinateur qui s'est éteint, qui refusait de se rallumer. Va falloir peut-être que, comment c'est vieux, va falloir peut-être que quand même je vois à changer des pièces, à, ouais, je sais pas. Parce Ah, que un jour ou l'autre, ouais, ouais, de toute façon. un jour ou l'autre, c'est sûr. Mais en plus de ça, il est quand même lent d'utilisation. Il peine un peu. Il peine un peu. Ah, ça, moi, là-dessus, je peux t'aider. On peut regarder ensemble si tu veux. D'accord. Ce qui est intéressant, Euh, c'est que là, tu ne bugs pas du tout. Je sais pas si c'est parce que t'es chez Aurélie. Mais là, t'es clair, tu sais. Bah, du coup, on n'est pas sur la même connexion et Aurélie, elle a la fibre. D'accord, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, en Donc, même temps, toi, tu buguais pas en étant sur la même connexion que moi quand t'es chez moi, donc quand t'es chez moi. ouais, ouais, ouais. Du coup, genre, je pensais que c'était mon ordi. C'est peut-être pas mon ordi en fait, du coup. Je sais pas. Non, je pense qu'il y a un truc avec le partage de connexion. Possible, Ouais, je pense. possible, possible. Mais là, hop, je peux avoir le casque sur les deux oreilles, c'est très bien. Du coup, je m'entends pas. Mais en fait, ça, c'est un peu chiant. Hop, on va être comme ça. Voilà. Là, je m'entends mieux. Voilà. Euh, Bon, moi, j'avais envie de parler de Derek Chauvin un petit peu, parce qu'il y a de ouais. nouveaux trucs qui ont été découverts à son sujet. C'est-à-dire que alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que Derek Chauvin avait eu 18 plaintes contre lui qui ont été déposées auprès de la police. Donc, c'est pas des plaintes de justice, mais c'est des plaintes à l'encontre du policier auprès de l'institution policière, comme quoi euh, il faisait mal son boulot, comme quoi dans ce cadre-ci, on n'a pas toutes les précisions de toutes les plaintes, mais une des plaintes en question qui pour le coup est devenu va possiblement devenir être poursuivi comme comme une action en justice par le département de la justice aux États-Unis comme charge additionnelle aux charges qu'il a déjà, puisque du coup il a été jugé comme il a été jugé coupable du meurtre de George Floyd. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce qu'on le voit faire dans George Floyd, il l'a déjà fait à plusieurs reprises, et notamment sur un jeune homme noir de 17 ans, donc qui s'est agenouillé sur lui. Et le pire, c'est que dans cette histoire absolument atroce, c'est la mère qui appelle la police en disant que sa fille et son fils commencent à agir de façon dangereuse et menaçante. La police arrive, George Floyd, Derek Chauvin arrive et sans aucune provocation, sans quoi que ce soit, Derek Chauvin utilise sa lampe torche pour taper un grand coup dans la tête du fils, donc du jeune homme de 17 ans. Il tape un deuxième grand coup après que le fils commence à faire non mais enfin voilà quoi, qu'est-ce que vous avez fait, râler, et le met à terre et s'agenouille de la même façon qu'il s'est agenouillé sur George Floyd sur lui pendant 17 minutes. Bien que du coup effectivement le jeune ait eu du mal à respirer et ce genre de choses, il a eu la chance d'en ressortir vivant malgré tout. Mais c'est un schéma chez cette personne-là que de faire ce genre de choses. Et Ouais. voilà, là où plein de gens
Il y a des gens complètement cons qui, du coup, viennent et disent non, mais vous comprenez pas, moi j'ai regardé la vidéo au complet, pas que les 8 minutes, j'ai regardé 45 minutes de la vidéo. George Floyd agissait de façon particulièrement non respectueuse de l'autorité, alors que moi aussi j'ai regardé cette vidéo et qu'en vrai, waouh, pour voir cette vidéo comme George Floyd n'agissant pas de la bonne façon, faut vraiment avoir un problème parce qu'en vérité, les flics sont arrivés avec une incroyable agressivité et il y avait une situation de danger direct pour George Floyd, Ouais. donc c'est compréhensible que il ait peur et qu'il se défende un minimum. Et encore, il se défendait pas, mais c'est juste que dans les paroles, il disait qu'est-ce que vous faites, tout ça. Et bref, au-delà de ça, il y a cette mécanique quand la police se rend responsable d'une de violence policière, de on va sur le passé de la personne qui a été la victime de la violence policière, on ressort tout son passé pour mettre en exergue le fait qu'il ait fumé de la drogue, le fait qu'il s'est rendu responsable de tel et tel crime à tel moment, le fait qu'il avait tel lien avec telle personne chelou, tout son passé est mis à la loupe par les autorités et par la justice quand ce genre de choses arrive. Or, Mais bien en évidemment. l'occurrence, Derek Chauvin, le flic, lui, n'a pas eu son passé à la loupe. Pire que ça, alors que les gens, le juge qui jugeait de l'affaire de Derek Chauvin et qui, du coup, au final, a dû, enfin, c'est pas lui qui l'a jugé coupable, puisque du coup, c'est jugé par ses pairs aux États-Unis. C'est les 12 jurés qui l'ont jugé coupable. Mais pire que ça, le juge a refusé, alors qu'il savait. Il était au courant de cette histoire de Derek Chauvin qui s'était agenouillé qui s'était rendu responsable d'une autre agression sur un homme noir, un jeune homme noir en 2017, a refusé que ce soit intégré au jugement en question sur la personne de Derek Chauvin. Alors que c'est quelque chose qui est fait pour la plupart des gens aux États-Unis. Hein. Quand Mhm. aux États-Unis on se fait juger pour un crime, la plupart du temps, tous les crimes du passé sont ressortis pour mettre ça dans un contexte où du coup la personne risque plus que le simple crime pour lequel il est censé être jugé, que le dernier crime pour lequel il est censé être jugé. Mais pour les flics, ça marche différemment, visiblement. Pour les flics, seulement quand ils sont finalement jugés coupables, ce genre d'histoire ressortent et en plus, ils sont très rarement jugés coupables. Hein, il faut bien le dire. Seulement quand ils sont jugés coupables, ce genre d'histoire ressort et là, éventuellement, le département de justice euh, va peut-être poursuivre en justice Derek Chauvin pour ses charges additionnelles. Ce que j'espère sincèrement. Parce que il a certes été jugé coupable du meurtre de George Floyd, mais il y a peu de chances qu'il fasse, contrairement à ce qu'un non-membre de la police ferait très certainement, les 20 ans de prison maximum requis par le crime en question. Mhm. Mais c'est bien évidemment que c'est. Tu vois, en France, les mêmes procédés. Je ne sais pas si tu as à peu près suivi l'affaire de Viry-Châtillon. Non. Donc, l'affaire de Viry-Châtillon, c'était en 2016, 2015-2016, je crois, où en gros, tu avais des flics qui étaient stationnés à un carrefour pour surveiller une caméra de surveillance qui mettait plus ou moins en difficulté les dealers du quartier. Du coup, il y a 16 jeunes qui ont attaqué les policiers qui étaient stationnés. Et ça a eu des conséquences dramatiques.
tu as eu des blessés graves, tu as clairement un des policiers pour lequel le pronostic vital a été engagé. Enfin, je veux dire, c'est allé très loin dans la violence. Et du coup, c'est catastrophique. Tu vois, faut pas. C'est une violence inacceptable. Par contre, après, ce qui va pas, c'est que à la fois la police, mais il y a une grosse part d'instrumentalisation politique aussi derrière. Il fallait désigner des coupables. Mmh. Du coup, ils ont désigné 13 jeunes comme étant coupables. Mediapart a fait un truc notamment sur un jeune qui s'appelle Fouad, qui a fait 4 ans de prison, euh, alors qu'a priori, il n'a pas participé à ces événements-là. Ouais, Mais parce qu'il fallait trouver des coupables. ouais. Donc, du coup, les enquêtes ont été bâclées, tu as des PV d'arrestation qui ont été falsifiés. Le truc, du coup, c'est ça, c'est la police. En fait, c'est aux États-Unis, je pense que c'est encore plus probant qu'en France. Mais la police est instrumentalisée Mmh. par la politique, qui lui confère une autorité supérieure à ce que la police à l'autorité que la police devrait avoir. Et du coup, forcément, ça amène à des cas où la police se croit toute puissante. Parce que dans les faits, Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. la politique les laisse être tout puissants. Mmh. On se rend compte en fait que ça les dessert. Tu vois. Ça dessert ce genre de conneries, ça dessert du coup à la fois les policiers, mais ça dessert aussi les politiciens qui laissent les, les policiers être tout puissants. Mmh. Bah, en tout cas, ça dessert le rôle qu'ils sont censés servir, c'est-à-dire Ouais. de lutter contre la criminalité. En termes de lutte contre la criminalité, du coup, cette toute puissance qu'ils ont, en grande partie, du coup, de par l'impunité qu'il y a envers Ouais. les crimes qu'ils peuvent commettre, à partir du moment où une classe de personnes a ce genre d'impunité, ça ne les pousse qu'à... C'est un pouvoir énorme et ça les pousse qu'à utiliser leur pouvoir comme bon leur semble et du coup de manière Et criminelle. du coup, Euh, et du coup, en fait, ça ne fait que renforcer un discours extrêmement problématique de la part des policiers qui, de toute façon, à partir du moment où on leur a expliqué qu'ils pouvaient agir en toute impunité, dès qu'on remet cette impunité en cause, ils se sentent Attaquer. attaqués, Ouais, mais c'est le truc qu'on voit. brimés. Mhm. C'est le truc qu'on voit Et du aussi avec. Pardon, excuse-moi, mais comme c'est comme les. Bah, du coup, c'est les mêmes mécaniques qu'on voit avec les gens qui ont des propos racistes et qui se font appeler racistes. C'est les mêmes mécaniques qu'on voit avec les gens qui se voient limiter une partie euh, des libertés en plus qu'ils ont par rapport à la moyenne des gens. Et c'est les mêmes mécaniques qu'on voit pour les libertés qui sont certaines des libertés qui sont limitées à cause du coronavirus. C'est des privilèges qui même si c'est des privilèges indus que personne dans la société ne devrait avoir, ou éventuellement que tout le monde devrait avoir, alors qu'une certaine, seulement un certain groupe de personnes peut l'avoir, à partir du moment où tu le remets en cause, ces gens-là se sentent attaqués, se sentent comme, se sentent qu'on leur vole quelque chose, alors que si, argumentablement, on leur vole bel et bien quelque chose, mais on leur vole quelque chose qu'ils ne devraient pas avoir dès le départ. Donc voilà, les racistes, quand on leur dit, ben en fait, vous n'avez pas le droit de dire le mot en haine pour désigner les noirs, ce mot n'étant pas noir, bien évidemment, mais voilà, c'est
ah mais non, on attaque ma liberté d'expression, oh là là, etc., etc. Les plus riches, quand on leur dit, dans ce genre de cas, il va falloir payer les taxes comme tout le monde, parce que bien des riches font de l'évasion fiscale, bien des riches utilisent des trous dans les lois pour pouvoir payer un minimum de taxes. Ah, mais Ah non, non, c'est on ça. utilise, on va à l'encontre Tu de vois, ma en fait, liberté, etc., etc., quoi. complètement. En fait, en France, en tout cas, on est dans une logique de lutte contre la fraude sociale. Donc, la fraude sociale, c'est quelques dizaines de millions d'euros par an. C'est un problème. C'est un problème. Mais par contre, comparé à la fraude fiscale, l'évasion fiscale opérée par les plus riches, où là, on est en train de parler de plusieurs dizaines de milliards, bah, c'est pas comparable. Non, ouais. Est-ce que à un moment ou à un autre, on pourrait pas prioriser les choses en se disant, voilà, on va récupérer tout l'argent de la fraude fiscale. Tu vois, moi, c'est ça que j'arrive pas. Il y a un des trucs que j'arrive pas à comprendre. Les États-Unis ont mis en place un certain nombre de lois. C'est du protectionnisme. Et a priori, du coup, je suis pas forcément pour une forme de protectionnisme, mais les États-Unis ont mis en place des lois qui stipulent que un résident américain, un, un citoyen américain, quand bien même il fait du pognon en dehors des États-Unis, il est imposable aux États-Unis. Parce que c'est un Mhm. citoyen et que du coup, c'est normal qu'il contribue à l'impôt de son pays. En France, c'est pas le cas. Mhm. Après, Il y a eu des textes, il y a eu des textes qui ont été proposés, mais je crois qu'il n'y en a pas un qui a été validé. après Du le, coup, le plus problématique, et moi je suis pas éventuellement contre l'idée que des gens qui sont citoyens français mais qui font de l'argent en dehors du territoire français ne payent pas de taxes en France. Par contre, je suis contre des citoyens français qui n'habitent pas en France, qui payent leurs taxes ailleurs, alors que une grande partie de l'argent qu'ils font reste de l'argent qu'ils font en France, sur le territoire français. De par le oui, fait qu'ils ont des entreprises qui produisent en France, de par le fait qu'ils ont des magasins qui vendent en France, etc., etc. À partir du moment où le business se fait en France, effectivement, là, cette personne devrait être taxée par l'État français. Maintenant, on a le cas d'entreprises multinationales qui, bien sûr, font du business de partout au travers du monde et on n'attend pas d'eux qu'ils se fassent taxer par tous les pays dans lesquels ils font du business. Leurs entreprises spécifiques doivent se faire taxer en fonction de leur localisation. Euh, eux devraient se faire taxer du coup, je suppose, en fonction de leur localisation ou du coup en fonction de leur nationalité, de leur citoyenneté. ouais. Euh, dans tous les cas, le problème, je pense, se place moins sur vraiment c'est si oui ou non on fait la citoyenneté ou la localisation ou donc géographique, enfin l'habitation, le lieu d'habitation de cette personne. Mais c'est vraiment du coup les évasions fiscales, qui nous dérobe d'une énorme partie de l'argent qui devrait revenir à l'État et qui devrait nourrir les services publics qui nous sont fournis, mais aussi tout simplement des mauvaises politiques qui refusent de faire de mettre en place une imposition logique qui ne soit pas là pour imposer euh, qui soit progressive, une imposition progressive, c'est quelque chose de tout à fait logique.
Oui, quand tu gagnes 1 million d'euros, tu peux voir 50% de ton salaire partir, tout en vivant toujours bien au-delà du niveau le plus haut de vie qu'il peut y avoir sur cette planète. Je ne sais plus quelle étude exactement. Coucou, j'ai loupé le début. Parlez de quoi? Salut. Je finis juste ça. Du coup, je sais plus quelle étude Salut, salut. qui démontrait ça, mais au-delà de 70 000. C'était en dollars, puisque du coup, c'était une étude faite sur le territoire américain. Mais au-delà de 70 000 dollars, tu ne peux rien t'acheter de plus qui améliore ta condition dans le sens où qui te rende plus heureux. Donc en fait, effectivement, quand tu gagnes 1 million, on peut te taxer 50% et tu ne peux pas améliorer ta condition de telle façon à ce que tu deviennes plus heureux. J'ai pas compris, mais je pense que tu fais écho à cette étude là qui a quelques années qui démontrait que le seuil de revenus qui définissait plus ou moins le bonheur des citoyens aux États-Unis, c'était 75 000 $. C'est- Et au-delà, en fait, tu n'es tu, pas plus heureux tu parce n'es que pas tu plus gagnes plus heureux d'argent. parce que t'as plus exactement. Et parce qu'en fait, le principal bonheur qui vient de l'argent, c'est déjà le simple fait de ne pas savoir à se préoccuper de l'argent. Parce que du coup, en fait, c'est plus un ajout de malheur quand tu ne gagnes pas suffisamment ta vie pour te nourrir ou quand tu gagnes quand même suffisamment ta vie pour te nourrir, mais qu'il y a quand même tout plein de questions qui se posent, genre comment je fais si ma voiture tombe en panne, comment je fais pour s'il y a des dégâts faits à ma maison, aux États-Unis plus particulièrement, comment je fais si j'ai un problème de santé, etc., etc. Qu'ils ont toujours plus de questions qui en fait vont t'amener dans un état de stress qui vont diminuer ton bonheur. Et en fait, effectivement, cette étude démontrait qu'au-delà de 70 000, il me semble, mais après toi tu dis 75 000, en tout cas un seuil fixe Moi, j'ai 75. qui n'est pas bien élevé, 75 000 c'est énorme, mais qui n'est pas... Mais le niveau de vie aux États-Unis n'est pas le même, en fait. Hmm. En tout cas, voilà quoi. Donc il est logique de faire une imposition progressiste qui, effectivement, quand tu gagnes plus d'un million par mois, ben en fait, oui, on peut juger que on te prend 50% et puis plus tu gagnes, encore après, plus on te prend. Et on peut juger qu'au-delà d'un milliard, on te prend tout. Donc c'est-à-dire, tu gagnes 1 milliard, on t'impose sur ce milliard à disons 70%, et tout argent qui est fait en plus de ce milliard est taxé à 100%. Ah, mais même, tu peux aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que tu connais le principe des échelons d'imposition? Attends, changement de décor à droite, mais toujours pas de piscine et de banane. Non, Ok. mais par contre, j'y travaille. La prochaine fois, la table, je la transforme en piscine. Pardon, je voulais pas te déranger, continue. Non, t'inquiète, tu m'as pas dérangé. Alors, vas-y, le principe de l'échelonnage, ben oui. Le- C'est-à-dire que du coup, en fait, plus tu gagnes d'argent, par exemple, plus tu vois, as un premier palier d'imposition qui va être à, mettons, 10%. En fait, j'en sais rien parce que je les ai pas en tête, mais qui va être à, mettons, 10% jusqu'à, mettons, 3 000 euros. Complètement au pif, hein. Ce qui veut dire que sur cette première tranche de 3 000 euros, tu ne seras taxé qu'à 10%. Si tu dépasses les 3 000 euros, tu seras peut-être taxé à 20%. Mais du coup, c'est tout ce qui dépasse de ces 3 000 euros qui D'accord, sera oui, oui. taxé à 20%. Du coup, tu peux aller jusqu'à dire que tu vois, on pourrait complètement avoir des échelons beaucoup plus progressifs
avec un système d'imposition du coup plus progressif et dire dans tous les cas, une fois que tu dépasses le milliard, tout ce qui dépasse le milliard parce que le pays n'a pas besoin d'avoir de milliardaires, eh ben c'est taxé à 100%. Tout Voilà, ce qui ouais, ouais. sera au-delà, tout ce qui sera des revenus au-delà du milliard d'euros, c'est taxé à 100%, tout revient à l'État. Mais c'est Ça ça, veut absolument pas, ce qui ne veut absolument pas dire que tu touches 1,5 milliard d'euros par an, on va te supprimer 1,5 milliard non, voilà, ça veut juste dire que les 5 d'euros. euros en plus, c'est tout dans la poche de l'État. C'est juste ces 5 Ouais. euros-là. Et c'est ce que je m'échine justement à essayer d'expliquer, à essayer d'être clair. Et je pense que du coup, avec nous deux, on a réussi à être relativement clair sur le sujet. Parce que du coup, il y a des gens, soit de mauvaise foi, soit... il y a des gens de mauvaise foi qui ont compris, mais qui s'efforcent de faire comme s'ils n'avaient pas compris et de faire peur aux gens en disant que waouh, à partir du moment où vous avez tant d'argent, on vous prend 100% de la totalité de votre argent. Non, c'est pas ça. On appelle ces Justement, gens-là des Emmanuel Macron, ou des Tucker Carlson, ou des Donald Trump. Il y ou en a des beaucoup. libertariens, ou des Ou des, oui, oui, voilà. néolibéraux, Mais des tocards. des tocards. Mais du coup, ils arrivent quand même en partie à faire croire à une partie de la population qui, elle, n'est pas de mauvaise foi. C'est juste qu'elle soit recherche pas suffisamment les informations, soit non, tout simplement pas bien compris, croit sincèrement que du coup, c'est sur la totalité de l'argent que ce taxe à 100% est faite. Alors que non, c'est Mais parce que sur c'est un obscur. surplus à partir d'un certain nombre fixe Ouais, de ouais. gains que cette taxe à 100% est mise. Bien sûr que l'État ne va Mais jamais prendre la parce que c'est totalité. complètement obscur, Jean. Le fait est que avant de rentrer dans le monde du travail et de commencer à gagner de l'argent, il n'y a personne qui apprend comment fonctionne l'impôt en France. Tu vois, je ne sais pas dans quelle mesure c'est des notions qui sont abordées dans les écoles en L'économie. Suède, en Finlande Ah, et tout ça. Mais le fait est que c'est des écoles c'est des systèmes éducatifs qui, il y a depuis quelques années, ont décidé que le principe de l'école, c'était de former les gens, les jeunes, les futurs citoyens, les citoyens, à être justement des personnes autonomes. Donc, à tous les niveaux. Mais du coup, si tu veux former quelqu'un à être complètement autonome, eh ben, tu intègres ces notions-là dans l'apprentissage. ouais. Bien, moi, je me rappelle que au lycée, on a vite fait aborder, peut-être même au collège, on a vite fait aborder les notions des différents pouvoirs, donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir Judiciaire. judiciaire. Euh, mais déjà, en soi, on ne fait que survoler cette question-là. Mhm. Du coup, si on allait beaucoup plus loin et que l'apprentissage des institutions et du fonctionnement de ces institutions, qui sont déjà en soi probablement défaillantes, hein, il y aurait probablement des trucs à revoir pour que ce soit beaucoup plus clair pour tout le monde, qu'on fait tout le merdier autour de l'impôt à la source. On a enfin adopté l'impôt à la source. Dans mon entourage, je ne connais personne qui a clairement compris comment ça pouvait marcher. Du coup, il y a un problème. Il y a un vrai problème quand les citoyens qui sont concernés directement Mhm. par l'impôt ne comprennent pas comment ça marche. Bah, c'est que la réforme est ratée. C'est comme. Moi, j'avais espéré pendant un temps, tu vois, quand on avait parlé d'imposition à la source, que on accompagne cette mesure d'une individualisation de l'impôt. C'est-à-dire que du coup,
au lieu de prendre les ressources du foyer Ouais. pour imposer le foyer, en fait, on impose les citoyens, tous les citoyens. Bien, du coup, tu gagnes pas assez d'argent. Bon, bah, en fait, tu restes non imposable. Mais si ton conjoint, lui, gagne, ou ta conjointe gagne plus d'argent et est imposable, ben, c'est pas l'ensemble du foyer qu'en pâtit. C'est toi, tu restes non imposable et Après, ta l'intérêt de conjointe ou taxer le ton foyer, conjoint de est prendre en imposable. compte les enfants à charge, par exemple, mais c'est loin d'être quelque chose qui est complètement impossible, même en individualisant les taxes. Mais Mais c'est les peurs de complètement. certaines personnes. Oui, mais en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Il y a des, enfin, je veux dire, il est tout à fait capable, on est tout à fait capable de considérer que dans un foyer, tu as des individus. Ces individus ont la charge Oui, voilà, oui. d'enfants et que du coup, à part égale, machin. Mhm. Non, mais c'est Donc, quelque chose de tout à fait faisable. C'est juste que déjà, c'est un sujet sensible pour bien des gens, les taxes, et à raison, puisque bien des gens ont du mal à déjà vivre leur vie sans ces taxes-là, mais du coup, les taxes sont un sujet d'inquiétude pour nombre de Français, que ce soit du coup ben, une occupation permanente de combien va leur coûter la taxe sur le logement, parce que du coup, ils payent déjà ça en eau, ils payent déjà ça en électricité, du coup, c'est aussi tout plein de stress parce que du coup il faut qu'ils utilisent un minimum de ce qui devrait d'une certaine manière, de bien des manières être gratuit, l'eau, bah, c'est ça. En fait, l'électricité. il y a c'est complètement ça. À un moment, je pense que c'est raisonnable de considérer que pour être juste, il faut considérer qu'il y a un certain nombre de trucs qui devraient être accessibles et inaliénables, Oui, voilà. Ouais. comme l'accès à un toit, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, l'accès à Internet a plus forte raison parce que les demandes, les administrations sont de plus en plus accessibles numériquement. Mhm. Et du coup, il y a un pays, mais je n'arrive pas à me rappeler lequel, qui a fait ça. Ils ont rendu, ils ont rendu, j'ai envie de dire inaliénable, mais c'est pas ça en fait le terme. C'est Euh, peu importe. Ils ont considéré que un accès à Internet était primordial et du coup tout le monde a un accès à Internet. mhm. Tous les citoyens ont accès à Internet. Le truc, c'est que, bah oui, c'est limité. C'est pas l'accès à la fibre, c'est pas machin, mais tous les citoyens sont censés avoir accès à Internet, ne serait-ce que pour pouvoir faire les démarches administratives les plus basiques. Mhm. C'est déjà bien. Après, moi, je pense que d'une certaine manière, ça pourrait ne pas être limité, mais un minimum de par l'importance d'Internet aujourd'hui. Et le gouvernement veut se débarrasser d'idées comme le revenu de base, ce genre de choses. La meilleure chose à faire, c'est de rendre un minimum, un maximum, à vrai dire, mais le minimum basique pour pouvoir vivre correctement dans la vie, donc un logement, de l'eau, de l'accès à l'eau, un accès à l'eau, un accès à l'électricité, un accès à Internet, un accès à de la nourriture, tout ça gratuit. Et du coup, laisser beaucoup plus de place aux gens pour euh, dépenser dans l'économie. Acheter toute une panoplie de choses qui feront tourner cette économie qu'ils aiment tant défendre, qui s'appelle le capitalisme. Le capitalisme n'a jamais, jamais au grand jamais marché sans un minimum de
de systèmes sociaux qui étaient là pour renforcer, en fait, pour le sauver d'une certaine manière, ce capitalisme-là. Le problème, c'est qu'on n'a jamais, on n'est jamais allé jusqu'au bout et on n'a jamais essayé de se dire bon ben peut-être qu'on devrait se débarrasser du capitalisme. Mais n'empêche que, par exemple, sous Franklin Roosevelt, la seule chose qui a sauvé le capitalisme de la crise de 29, je crois, et qui a permis à ce capitalisme-là de ne pas s'écrouler sur soi-même, puisque du coup il y avait gros problèmes économiques. C'est le fait que Roosevelt soit arrivé, ait fait un programme d'embauche massive par l'État pour permettre à un nombre d'Américains de pouvoir avoir de l'argent et derrière participer à cette économie. En fait, c'est la logique de Ford. Il faut bien payer ses employés pour qu'ils puissent participer derrière à l'économie. Et d'une manière plus large, du coup, l'État, il faut qu'elle prenne soin du peuple qui vit sous son système pour que ce peuple-là puisse participer correctement à l'économie capitaliste. Moi, je suis anticapitaliste, donc je suis pour aller plus loin. Mais n'empêche que je me fais aussi peu d'illusions sur notre capacité à mettre fin au capitalisme d'ici ne serait-ce que le prochain siècle ou quoi que ce soit. Donc, au minimum, arrivons à pointer du doigt comment le capitalisme se soutient de par les réformes sociales qui sont faites dans la société, qui permettent à davantage de personnes de participer à cette économie capitaliste et de faire en sorte qu'elle tourne et qu'elle ne s'écroule pas sur soi-même. Voilà. Et encore une fois, et malgré tout, et de par le fait qu'on ne fasse pas suffisamment de réformes sociales, qu'on fasse des pas en arrière, même par rapport à nombre de réformes sociales, en diminuant le nombre d'argent qui est donné à bien des services publics, le nombre d'argent qui est donné comme aide sociale aux gens dans la société, ben le capitalisme est quand même en train de s'écrouler. Les inégalités sont grandissantes. La situation de nombre d'employés au travers du monde est absolument horrible parce que du coup le capitalisme va pousser bien des entreprises à se délocaliser en Chine, en Inde, dans des pays où ils peuvent avoir une main-d'œuvre pas chère, main-d'œuvre qui va vivre une vie atroce parce que du coup c'est une main-d'œuvre pas chère qui ne vit pas dans de bonnes conditions. Et de par la délocalisation, dans les autres pays où cette main-d'œuvre serait moins arrangeante pour ces entreprises-là, ben en fait, on perd de l'emploi. Du coup, nombre de gens perdent leur capacité à vivre correctement dans la société actuelle. Et enfin, tout plein de logiques comme ça. Et voilà, moi, je crois sincèrement en ce que Richard Wolff, qui est un économiste marxiste, dit et répète, explique très bien. Les systèmes économiques ont toujours été quelque chose de fondamentalement changeant. Jamais il n'y a eu un système économique qui s'est établi et qui est resté pour toujours. Toujours un système économique qui s'établit, qui soit se détruit d'une façon violente, soit transitionne vers quelque chose de nouveau. Et un système économique a toujours une fin, comme nombre de choses sur cette planète. Et le capitalisme touche à sa fin. On voit les premiers signes de l'effondrement du capitalisme. Alors, je suis tenté d'être d'accord avec toi. Et en même temps, on a kyrielle de gouvernants qui ne souhaitent pas mettre un terme au système capitaliste. La grande question, c'est est-ce qu'on verra la fin, la chute du système capitaliste avant de voir la chute de la civilisation? C'est des inquiétudes que nombre de personnes ont dans la société aujourd'hui, particulièrement avec le changement climatique, ce genre de choses, et je comprends tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est ce que C'est ça, Richard... je tiens pas à être particulièrement pessimiste et machin, mais c'est une vraie question. Comment dans un monde dans lequel on a tout un système climatique qui est en train de se casser la gueule, on peut se permettre de maintenir ce genre de système économique alors qu'il a fait montre à plusieurs reprises et de plus en plus de son incapacité à permettre une lutte efficace contre le réchauffement climatique. Et le problème, c'est que à côté de ça, on a des gouvernants qui nous expliquent qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on est contraint de continuer dans cet ordre-là, notamment parce que en fait, il n'y a pas d'autre système économique viable. Ça fait concrètement, le capitalisme est plus ou moins né avec le libéralisme. Le libéralisme, on se le bouffe depuis maintenant quasiment 400 ans. Et qu'est-ce qu'on a pu tester autrement depuis? À travers du monde, bien des choses se sont testées de manière Oui, mais de globale. manière trop erratique. Tu prends le projet Mindcom au Québec. Tu vois ce que c'est? Non, mais Le je veux bien projet le prendre. Mindcom. Alors, le projet Mindcom, c'est. Tac, alors, je vais essayer de te trouver parce que bon, j'ai pensé à ça tout à l'heure, donc j'ai ressorti un truc. Le programme Mindcom, c'est une expérimentation sociale de revenus de base inconditionnels et annuels menée à la fois dans la ville de Winnipeg, 450 000 habitants à l'époque, et dans la ville de Dauphin au Canada dans les années 70. Le projet, financé conjointement par le gouvernement provincial du Manitoba et le gouvernement fédéral canadien, commença par un article de presse le 22 février 1974 et fut suspendu en 1979, en fait, à un moment où la majorité gouvernementale a changé. Le projet avait pour but de déterminer si la mise en place d'un revenu de base essentiellement à destination des plus pauvres aurait un effet désincitatif à travailler sur les bénéficiaires et dans quelle mesure. Le programme incluait également un axe de recherche sociologique sur les comportements sociaux, familiaux et la cohésion sociale, mais ce dernier fut rapidement abandonné faute de budget. En fait, faute de budget, notamment parce que changement Administration. d'administration qui refusait de Ouais, financer le truc. ouais, ouais, ouais. Et du coup, depuis, il n'y a jamais eu de publication de rapport sur le sujet, mais depuis 2007, le docteur Evelyn Forget s'est lancé dans l'étude des données accumulées tout au long de l'expérience sur la ville de Dauphin. Euh, Avant elle, le professeur Wayne Simpson avait mis en évidence que seules les nouvelles mères et les adolescents travaillaient moins. Les mères ayant des enfants en bas âge arrêtèrent de travailler pour rester davantage avec leur bébé, tandis que les adolescents, ne subissant plus autant de pression pour aider leur famille, purent continuer leurs études secondaires et ce, Putain, les avec bâtards, plus de quoi. succès. Putain, les bâtards. Ça y est, on leur Mais donne tu de vois, l'argent et ils continuent leurs études au lieu d'aller travailler. Non, mais c'est un... Aïe, aïe, aïe. en fait, c'est con parce que ces études-là qui ont été abandonnées parce que l'administration a changé et a considéré que ces études n'avaient pas de sens, ont montré que ça avait pas d'impact réel sur le travail, Hmm. c'est-à-dire que les gens continuent à travailler, mais que en revanche, les gens avaient plus de temps à consacrer à leur famille, à leurs études, et de façon plus pérenne. Ce qui leur Et permettrait derrière, ben, pour les jeunes qui continuent leurs études, d'avoir de meilleurs travail et de participer à la société d'une façon plus
plus fondamentale, puisque par exemple avec la modernisation de nombre d'entreprises et tout, on voit que le nombre de jobs qui reste et qu'il va rester dans le futur sont des jobs qualifiés et pas des Ouais. donc c'est important que du coup les gens puissent continuer leurs études et être suffisamment qualifiés pour obtenir les seuls jobs qu'il restera dans le futur. Et du coup, tu vois, là, à mon sens, ça touche à ce qu'on qualifie en France actuellement d'islamo-gauchisme et machin dans les universités, c'est-à-dire que on est confronté à une partie de la population qui est issue de la diversité ou des quartiers pauvres ou d'une frange de la population qui jusque-là n'avait pas accès à des hautes études et qui du coup décide de s'intéresser à des sujets qu'ils connaissent. La pauvreté, la précarité, la mise à l'écart, le racisme, l'ostracisation. Et du coup, ça devrait permettre une meilleure remise en cause de la société. Ouais, mais Ça enfin, devrait permettre une évolution. Ça devrait être des études qu'on regarde avec attention parce que ça nous permet de poser des mots sur des éléments qu'on refuse de voir depuis très longtemps. mais Parce que quand les notamment, on les comprend pas bien. Mais justement, quand on a des gens qui viennent se pencher sur le sujet et qui font des études sérieuses sur le sujet, il faut les regarder, il faut les lire, il faut les écouter. On n'a pas obligation d'être, il n'y a pas d'obligation à être systématiquement d'accord avec eux. Il peut y avoir des contre-recherches et machin. Mais en attendant, c'est des sujets qu'il est important de mettre sur le tapis. oui, oui, oui. Bah, du coup, qu'il est important de débattre, et c'est justement un débat auquel la société devrait s'habituer, sans que des politiciens viennent nous dire que, en fait, c'est des choses dont il ne faut simplement pas parler. Parce que c'est pas le genre d'évolution dont ils parlent quand ils s'imaginent et quand ils parlent du fait que dans le futur, de par l'automatisation de nombre de jobs, les seuls jobs qui restera seront des jobs qui demandent une qualification. Eux, ce qu'ils imaginent, c'est qu'il y a il y a un nombre de développeurs, d'ingénieurs et ce genre de choses, mais des artistes, des des chercheurs dans des domaines comme la sociologie, comme la politique. Non, non, nous ce qu'on veut, c'est des experts en communication, des experts en développement, des experts en ingénierie, des choses utiles, quoi. Des choses non toxiques pour le pouvoir qui est déjà en place et que nous représentons, nous politiciens. Et Oui. d'ailleurs, je voulais dire... mince, je me rappelle plus de ce que je voulais dire sur un sujet un peu avant. Désolé. Ouais, mince, ça m'est sorti de la tête. Non, non, c'est pas grave. C'est moi tout seul. Ouais. Mais voilà quoi, même la mère qui du coup arrête son travail parce que du coup elle a ce revenu de base et qu'elle du coup profite de ce revenu de base pour s'occuper de ses enfants plutôt que de continuer à travailler et du coup d'avoir moins de temps à accorder ses enfants, c'est un gain pour la société de par le fait que cet enfant sera bien éduqué, non seulement du coup aura eu suffisamment de temps avec sa mère pour être socialement adapté, donc plus capable de s'intégrer à la société, de se faire des amis, de ce genre de choses, mais en plus de ça, aura plus de capacité à bien apprendre, à apprendre des choses qui lui permettront d'obtenir une qualification qui lui permettra plus tard de bien participer à la société. Et c'est pour ça que bien des gens de gauche font le point qui est très juste, qu'il y a une somme de travail non
calculé dans la société. Et une Ouais, mère au foyer qui s'occupe de ses enfants, c'est un travail. Un travail qui n'est pas compris comme un job, c'est un travail qui n'est pas payé, mais c'est un travail. C'est un travail qui demande autant de temps et d'efforts qu'un job normal, voire plus, en fonction de la situation. Et c'est pour ça que, au minimum, prendre en compte un niveau basique de nécessité dont l'être humain a besoin pour vivre et lui donner cette chose-là est requis. Parce que du coup, c'est ouais, comme ça que ces mères, ou même ces pères au foyer, il y en a peu par rapport aux mères au foyer, mais ça existe, puissent continuer de bien vivre tout en s'occupant de leurs enfants. Et c'est une façon, le revenu de base, de reconnaître, ça peut être une façon, il y a des versions du revenu de base qui sont plus pernicieuses que ça, mais ça peut être une façon de reconnaître un travail qui n'a jamais été payé dans la société dans laquelle on vit. Et du coup, c'est une bonne chose. euh, pof. J'ai j'ai toujours pas acheté le bouquin, mais il y a Putain, tu crains. ouais, je sais. Il y a un économiste français qu'il faut, je pense, lire. Je dois avoir son bouquin quelque part là, dans une de mes listes. Euh, Baptiste Milondo, Oui, Mathis Milando, oui. qui notamment parle de revenus sans condition pour garantir l'accès aux biens et aux services essentiels. Et pour lui, c'est important de reconnaître le travail je ne sais plus comment il définit ça exactement, mais en gros, pour lui, la, il y a tout un travail de socialisation, de contact avec les autres, de service aux autres, de présence auprès des autres. C'est du travail, en Mmh. fait. Justement parce que ça permet d'entretenir une forme ou une autre de maintien dans la société, et ça vaut rémunération. Mais du coup, à ce compte-là, c'est plus ou moins considéré, à juste titre, hein, que personne n'a réellement demandé à venir à naître dans cette société-là, et que du coup, pour en faire des membres actifs de la société, il faut les rémunérer. Oui, mais Il faut les c'est ça. rémunérer parce que c'est le meilleur moyen de les inclure dans la société, Mmh. Et puis de toute de les façon, encourager à travailler, de les encourager à... même plein de capitalistes le répètent à longueur de journée, plein de pro-capitalistes, parce que les capitalistes peuvent avoir cet autre sens, plutôt cet autre sens techniquement des détenteurs du capital, mais plein de gens qui sont pro-capitalisme le pointent du doigt de façon récurrente. Pour entreprendre dans la société d'aujourd'hui, il faut un capital, Ouais, c'est-à-dire une somme d'argent, des ressources. Et les gens qui n'ont pas ces ressources-là, la plupart des gens sur cette planète, ne peuvent pas entreprendre et ne peuvent donc pas participer à la société de la façon dont ils pourraient s'ils avaient ces ressources-là. Et c'est une perte à gagner, ce genre de choses. C'est pas dire que toute entreprise serait un succès flagrant, mais n'empêche que nous avons besoin que chaque tentative puisse être tentée pour que justement nous puissions avoir les réussites auxquelles toutes ces tentatives vont possiblement mener.
Et ces réussites-là ne feront que nourrir la société, nourrir l'économie, nourrir... voilà, etc. Je ne Ouais. suis pas intéressé par la politique et tout, mais j'aime bien échanger des points de vue. Du coup, j'ai une question pour vous. Les personnages qui gagnent des millions par mois, si on les taxe autant, est-ce qu'ils vont continuer à l'identique? Je suis pas sûr de comprendre la question. Les personnages qui gagnent des millions par mois, si on les taxe autant par rapport à ceux dont on parlait avant? J'imagine que c'est ça, mais du coup, est-ce qu'ils vont continuer à À l'identifier, genre l'identique. à mener le même, les mêmes activités, les mêmes. Il est pas impossible que non, au même titre que il y a des chances que sur le Sur quel papier, point de si on vue? fait. Sur quel point de vue? Sur le travail qu'ils exercent dans la société, sur le niveau de Alors, vie qu'ils s'offrent, sur... je me permets juste un truc, moi je le comprends Vas-y. comme ça. Et ils vont continuer à l'identique, donc les mêmes activités, les mêmes machins. Et j'ai envie de dire que dans l'idée, il y a de fortes chances que ce genre de... alors attends. Un chef d'entreprise se fait chier à employer autant de monde et vouloir augmenter son CA, un footballeur à s'imposer un rythme de travail, etc. Un type de personne et de métier. Oui, bah, du coup, c'est une bonne question. C'est une vraie question et ça soulève la problématique de la taxation des citoyens, quelles que soient leurs conditions, leur lieu d'activité. Alors, C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. Les États-Unis, eux, ont mis en place des lois qui leur permettent de taxer les citoyens américains, quel que soit leur lieu de résidence dans le monde, et du coup leurs revenus, machin. Il y a un endroit où il faut apprendre et expliquer aux gens en permanence que la participation comment, la participation à la société en fait passe par l'impôt et que il ne suffit pas de se dire ouais, je suis trop taxé en France donc je me casse pour régler le problème. Si on se contente de dire on va augmenter les paliers d'imposition et définir un seuil au-delà duquel de toute façon on vous prendra tout, c'est clair que la première logique ça va être bon ben en fait plus personne ne va vouloir gagner d'argent sur le territoire et tout le monde va vouloir se barrer. Franchement, de prime abord, j'ai envie de dire, c'est pas grave. On peut tout à fait mettre en place un certain nombre de lois qui diraient que tu veux te casser de France, c'est pas un problème. Barre-toi, mec. Va faire ton pognon, ton pognon ailleurs. Va exploiter les gens ailleurs si tu le sens. Par contre, tout ce que tu as créé sur le vraiment territoire pas sûr que ça français, réponde à la question, mais... réquisitionné par l'État français. Après, on pourrait imaginer que dans tous les cas, on a une loi qui dit, t'es citoyen français, tu vas aller faire du bise à l'étranger, euh, et ben en fait, tu continueras à être taxé en France parce que tu es citoyen français. Je me mets à parler anglais. Alors, c'est eux que le dira. Personnellement, si je peux répondre à la question de la façon dont je l'avais entendu, les exemples des sportifs est un très bon exemple. Parce qu'aujourd'hui, les sportifs, donc les footballeurs, comme tu en parlais, sont payés, pour les plus connus, bien sûr, il y en a moins, mais des millions, des centaines de milliers, des dizaines de milliers, etc., etc. Alors que c'est quelque chose de très récent. Les sportifs, il n'y a de cela que ne serait-ce que 40 ans, 50 ans, étaient
bien moins payés et étaient payés argumentablement à peu près un salaire identique à celui d'un cadre ou d'un cadre de bas étage ou ce genre de choses. Est-ce que on a vu depuis ce temps-là une augmentation des efforts que les sportifs mettaient dans leur entraînement et ce genre de choses? Il n'y a aucune étude qui a réussi à déceler quoi que ce soit du genre et qui montrait que l'argent en plus que ces gens-là ont été une incitation en plus pour eux à travailler davantage. Donc oui, je dirais que si on baisse énormément on taxe une grande partie du salaire du salaire énorme pour ceux qui ont un salaire énorme que ces gens-là font, ils continueront à travailler et de la même manière, à l'identique. Pour le coup, il y a aussi des exemples qui peuvent tendre à démontrer que ce n'est pas l'argent en soi qui est une incitation à travailler. En France, on a une des populations d'employés les plus performantes, les plus performantes, donc qui produisent le plus par rapport à chaque heure travaillée, parce que parce que nous leur offrons plus de temps libre et qu'ils ont une bonne couverture sociale. Donc ce n'est pas simplement le salaire et la quantité d'argent qu'il y a dans ce salaire qui est une incitation à travailler. Maintenant, encore une fois, et c'est ce dont parlait Pierre tout à l'heure, les études qui ont été faites sur le revenu de base tendent à montrer que non, ça n'a pas d'impact sur le travail. Les gens travaillent toujours autant. Au contraire, certaines autres études que l'étude dont Pierre parlait, qui ont été faites au travers du monde, dans des trucs très locaux, il faut bien l'avouer, et du coup, il manque certaines données et nous aurions besoin de faire une étude plus large. Mais le salaire, je crois que c'est... Non, j'allais dire Rwanda, mais c'est pas Rwanda, c'est dans un pays d'Afrique. Un revenu de base a permis à toute une population d'augmenter le nombre d'employés dans cette population. Parce que, précisément, en l'occurrence, cette zone pauvre avait de grandes difficultés à créer des entreprises, des choses comme ça qui pourraient employer un certain nombre de personnes et que l'argent réinjecté dans cette localité-là a permis de développer la région dans sa globalité et du coup d'offrir plus de travail et en gros d'augmenter le nombre de gens qui travaillaient, donc d'augmenter le travail fait dans ces régions-là. Il n'y a pas de preuve que l'argent en plus est une incitation, à partir d'un certain seuil en tout cas, l'argent en plus est une incitation fondamentale pour ces gens-là à travailler. L'autre exemple que tu as pris, c'est... Excuse-moi, je finis juste sur ça. L'autre exemple qu'il a pris, c'est quand même les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise sont peut-être parmi les personnes, pour les chefs d'entreprise qui réussissent le mieux dans la société, sont peut-être les personnes qui travaillent le moins sur cette planète. Les chefs d'entreprise comme Jeff Bezos, les chefs d'entreprise comme machin Zuckerberg, c'est pas des gens qui fondamentalement développent une quantité de travail extravagante. Je lis salut Kojira. Oui, mais vous serez d'accord que les sportifs ne restent que des employés si leurs clubs peuvent leur donner autant, c'est que c'est gagnant-gagnant. Oui, si moi, je suis passé le nouveau setup de droite me donne l'impression que je me fais engueuler par un pion à l'école. Faut voir les footballeurs plus comme des mercenaires, ils travaillent pour le plus offrant. Mais oui, d'une certaine manière, c'est ça. Mais du coup, c'est un nouveau système dans lequel ils sont inclus qui leur permet de se faire autonome.
Mais du coup, si tu gagnes une compétition, tu gagnes plus, mais si ce plus est taxé à 100%, il y a plus cette motivation financière à gagner. Sauf qu'il ne sera jamais question de littéralement taxer à 100%. En fait, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a des paliers Il a dit d'imposition. si ce plus. Oui, mais déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de footballeurs ou d'athlètes qui gagnent véritablement plus d'un milliard d'euros. Un Oui, milliard. parce que Moi, je notre parlais exemple, pas c'était au-delà au-dessus d'un d'un million, milliard. je parlais d'un milliard. Il y a plusieurs pays qui parlent de se couper de la notion de milliardaire. Il y a d'ailleurs un pays qui a voté une loi qui considère que le pays n'a pas besoin de milliardaires. Et Tu l'exemple, peux gagner 1 million d'euros. En fait, sur 1 million d'euros, tu seras taxé à, je sais pas, encore une fois, si tu fais des tranches la chose on qui dit parle de juste 50 après, pingouins sur Terre. Ouais, on parle de 50 pingouins attends, sur... Attends, laisse-moi finir. On parle de 50 pingouins sur Terre. Oui et non. Parce qu'en fait, les milliardaires sur l'ensemble de la Terre, il y de en a plus en plusieurs plus. milliers, il y en a plusieurs milliers. Et en plus, la France en elle-même compte, je crois, une dizaine ou une quinzaine de milliardaires. Et il représente de toute façon, du coup, la plus grosse partie de la part de l'argent sur cette planète. Donc, on parle de peut-être peu de pélo, mais on parle de la majorité de l'argent et des ressources. Donc, c'est quand même là que c'est important de parler de ces gens-là. En plus de ça, il prouve dans ce qu'il a dit après, je ne suis pas d'accord si tu le prends pour des salaires plus raisonnables. Exemple, si je gagne 2000 euros pour 35 heures par semaine et qu'on me propose de gagner 2500 euros pour 39 heures et que je vais être taxé, donc gagner que 2250 euros, ce n'est qu'un exemple, les chiffres sont bidons. Le problème, c'est que du coup, tu n'as pas pris en compte l'idée de l'échelonnage dont on parlait. C'est-à-dire que pour 2000 euros, tu vas être taxé à un certain niveau. Pour 2500 euros, tu vas être taxé à un différent niveau, mais pour les 500 euros en plus. Donc, tu vas bel et bien gagner plus d'argent et tu ne vas pas être taxé sur la totalité de ton salaire à un niveau plus élevé. C'est juste ce que tu gagnes après 2000 euros qui va être taxé à un niveau plus élevé. Ce qui fait que tu vas Je peux quand aller même plus gagner plus loin. d'argent. Je peux aller plus loin dans ma tronche. 2500 euros, euh, c'est c'est pas un gros salaire. C'est, je pense, un salaire convenable, mais c'est pas un énorme salaire. Du coup, je pense que c'est facile de considérer que Qu'on ne le taxe pas. jusqu'à 2500 euros, tu ne taxes pas. Oui, oui, je pense que Voilà. je suis tout à fait d'accord avec ça. Au-delà de 2500 euros, par exemple, et jusqu'à, mettons, 5000 euros, et ben, tu seras taxé à 5% de tes revenus. Au-delà de ce qui veut dire que, mettons que sur tes 2500 premiers euros, tu ne seras pas taxé. Sur tes 2500 euros jusqu'à tes 5000 euros, tu seras taxé à hauteur de, mettons, 5%. Du coup, sur 5000 euros, tu ne vas payer que, en gros, 2,5% de taxes, ce qui est quand même pas énorme au final. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est un bon point. C'est le principe de l'échelonnage, en fait. J'aurais même pas forcément dû rentrer dans cet argument-là parce que je pense effectivement que 2500 euros, c'est un salaire qui, dans bien des situations, n'est même pas suffisant pour entretenir une personne. Donc, si vous habitez à Paris et que vous payez un appartement à 750 euros de loyer par mois et du coup toutes les autres charges en plus, À Paris, etc., à etc. 750 euros, t'as 20 mètres carrés. Ouais, donc c'est déjà pas la meilleure des situations, mais du coup, enfin voilà quoi. Et je pense que Code Giraffe fait un bon point. Le footballeur gagne plus d'argent avec les pubs que leur contrat euh, Avec les clubs qu'avec les et clubs les et les compètes. compètes. Les compètes gagnées, Je suis c'est d'accord. plus pour leur CV qu'ils vont montrer aux publicitaires.
Le problème, enfin le truc qui fait que les footballeurs, le système qui fait que les footballeurs aujourd'hui gagnent énormément d'argent, c'est pas un système de plus grande compétition, c'est pas ce genre de choses. C'est une plus grande médiatisation et une plus grande, euh, du coup, beaucoup plus de publicité faite sur ce genre de choses, du football et de ce genre de choses. L'organisation d'événements énormes autour de ces trucs-là, avec toute une création, tout est fait pour se faire de l'argent. Donc il y a les hôtels qui sont là pour accueillir, il y a tout un tas de stands qui 150 s'ouvrent euros, pour t'es dans faire de la l'argent. chaufferie, je suis d'accord. Et c'est tout, en tout cas, c'est ce que essayent de faire les organisations qui gèrent les événements en question, gérés par une seule entité, qui du coup se fait la majeure partie de l'argent sur ces événements-là. Que ce soit des stands qui vendent de la bouffe, ça revient à ces entreprises-là. Que ce soit des hôtels qui accueillent des gens, ça revient à ces entreprises-là. En tout cas, c'est ce que ces entreprises-là tentent de faire. C'est pour ça, parce qu'ils ont monopolisé tous les trucs autour de ces événements-là, qu'ils arrivent à faire tant d'argent et qu'ils arrivent derrière à payer autant les footballeurs. Donc c'est pas rapport aux compétitions que ces footballeurs-là se font plus payer. C'est vraiment de par un système différent qui fait que enfin bref. Donc The Barbare qui dit jusqu'à 10 084 euros, 0% de 10 000. Donc ça, c'est les chiffres annuels, ça, c'est les revenus annuels. Et du coup, concrètement, ce que dit le barème, là, c'est que, tu vois, tu gagnes, mettons, plus de 158 122 euros par an. Et ben, sur la première tranche d'imposition, donc jusqu'à 10 084 euros, tu vas payer 0% d'imposition. Sur la deuxième tranche, tu vas Qui est payer. bien trop énorme pour juger que dans toute cette tranche, tu es censé payer 11%. Mais enfin bref. De quoi? Qui est une tranche bien trop énorme pour considérer que la personne qui gagne 10 Bah, 000... en fait, ces tranches. Non, mais en fait, c'est ça. Le problème, c'est aussi ça. C'est que les tranches ne correspondent pas à des trucs qui sont facilement compréhensibles. Tu vois. Il faudrait réussir à prendre des éléments qui sont plus faciles, plus simples à appréhender et voilà. L'idée de l'échelonnage est pas mal, parce que du coup, ben voilà quoi, sur la totalité de ton salaire, quand t'as 10 086 euros, te faire taxer à 11%, c'est quand même quelque chose de complètement différent que sur la totalité de ton salaire, quand t'as 27 509 euros, te faire taxer à 11%, au même pourcentage. Alors que du coup, un échelonnage permettrait que, ben voilà, au-delà de 20 000 euros, le reste, ce que tu as en plus, se fasse taxer à un certain pourcentage, ce qui permet d'égaliser, enfin d'égaliser, de faire une pseudo-égalisation sans égaliser complètement ces salaires-là, au lieu que quelqu'un se retrouve à peine dans l'échelon, dans la case supérieure qui soit complètement taxé à 11%. Ça paraît quand même un peu, enfin, voilà quoi. Je pense qu'il y a des bonnes critiques à faire sur le système d'imposition aujourd'hui et que c'est pas un bon système que de faire ce genre de choses. Quand tu gagnes 25 000 par an, t'es presque pas taxé. Et si tu travailles plus tous les jours, tu te retrouves à gagner un peu plus et beaucoup plus taxé. C'est là où la rentabilité temps, travail, argent gagné est faible, je trouve. Non mais je comprends le barème, hein, je paye des impôts. L'échelonnage est bien, mais il est plus dur pour les classes moyennes que les plus démunis ou les plus riches. Ouais, et encore, quelqu'un qui gagne que 10 086 euros par mois se retrouve dans la deuxième partie, à taxer à 11%, et il fait partie des plus démunis, hein, clairement. Et il se fait En fait, taxer après, à... non, après,
je suis d'accord avec cette réflexion. L'échelonnage est bien, mais il est plus dur pour les classes moyennes que pour les plus démunis ou les plus riches. En soi, qu'il soit plus dur que pour les démunis, euh, ça me gêne pas. C'est normal. Mais par contre, les plus riches devraient être clairement les plus taxés. Et c'est là où il y a un truc qui va pas, c'est que aujourd'hui, on est dans une logique où de toute façon, entre les différentes niches fiscales, les principes le principe de défiscalisation qui concerne que très peu de classes moyennes, ben, en fait, oui, les riches sont parmi ceux qui, au final, payent le moins d'impôts. Oui. Ouais, non, mais t'as raison, c'est ça le problème. Du coup, effectivement, je suis pas gêné par le fait que les plus démunis s'en sortent bien dans un système de classe, de taxes, parce que effectivement, les taxes sont pas faites pour prendre aux plus démunis, pour essayer de faire vivre la société, parce que du coup, c'est les plus démunis, ils arrivent déjà à peine à vivre eux-mêmes. On devrait prendre là où il y a les ressources pour faire bien se porter la société. Et il est inégal et absolument injuste que les plus riches dans un système de taxes s'en sortent mieux que les classes moyennes. Puisque du coup, effectivement, même le principe du capitalisme tel qu'établi par Adam... Donc, taxer ceux qui bossent pour aider ceux qui ne bossent pas, non, en fait. Donc, taxer ceux qui bossent pour... En fait, non, c'est même pas ça. C'est taxer ceux qui gagnent de l'argent pour aider tout le monde, en fait. C'est pas ceux qui ne bossent pas. C'est pour aider tout le monde. Du coup, bah, si tu taffes pas, tu payes pas d'impôts. bah oui, si tu savent pas comment tu payes, comme Kojira a dit, en vrai. Parce que, effectivement, c'est tout simplement ça. Si tu taffes pas, il Parce n'y a que aucun intérêt de te... les impôts, ils servent pas uniquement à distribuer des aides sociales. Ouais, non. Pas le cas. Les impôts, ils servent aussi à payer l'école, à payer les services publics. Et encore une fois, on en a déjà beaucoup parlé, mais on a un déficit de services publics. Donc, peut-être que ça mériterait de taxer plus les plus riches, justement pour pouvoir augmenter les services Et ce qui est bien publics. avec les services publics, c'est que c'est distribué de manière égale et que donc Oui, c'est pas les plus pauvres qui sont les seuls à en profiter. C'est tout le monde qui en profite de manière égale. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre ou que tu sois de classe moyenne. Et du coup, c'est le genre, c'est le principe. aujourd'hui, pour moi, c'est honteux de pouvoir gagner quasiment autant qu'un mec au SMIC avec des aides. Ouais, mais du coup, en fait, donc par exemple, pour toi, une personne handicapée qui n'est pas en capacité de travailler, on fait quoi? On l'abandonne? C'est l'année dernière, j'ai passé un mois de CDD, puis Covid, plus de taf. Ouais, et puis c'est pareil pour les gens qui n'arrivent pas à trouver de taf. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver de taf, sinon Ouais. on n'aurait pas de chômage dans la société. C'est injuste et immoral qu'ils arrivent quand même à avoir un salaire qui leur permette de vivre alors qu'ils n'arrivent pas à trouver de taf. Après, je comprends, c'est la logique que tu déployais tout à l'heure en demandant s'il n'y avait pas une incitation en moins, et du coup, tu penses très certainement que le fait que ces gens-là gagnent de l'argent malgré le fait qu'ils travaillent pas et gagnent possiblement quelque chose de décent malgré le fait qu'ils travaillent pas les incite à continuer à ne pas travailler. Le problème, c'est que je suis en partie d'accord pour dire que les revenus sociaux aujourd'hui sont mal foutus et que par exemple, c'est pour ça que je suis pour le revenu de base, un salaire pour les gens qui ne travaillent pas uniquement, je trouve ça dommage. Moi, je veux un salaire pour tout le monde de manière égale, pour que tu travailles ou non. Euh,
Mais voilà, encore une fois, aujourd'hui dans la société, on a besoin d'un capital pour pouvoir se lancer dans la vie. Que ce soit pour trouver un travail, que ce soit euh, pour entreprendre, particulièrement pour entreprendre, parce que c'est plus difficile. Et du coup, si on les laisse complètement à l'abandon, ces gens-là, ils n'auront pas suffisamment pour pouvoir s'inclure dans cette société et travailler. Donc en fait, on résout pas le problème de l'incitation et de l'idée que ces gens-là ne travailleront pas si on leur donne de l'argent. Mais bien sûr, il y a des profiteurs. Mais il y aura toujours des profiteurs. Et c'est pas en refusant de donner de l'argent parce qu'on a peur de ces profiteurs-là qu'il y aura plus de profiteurs. N'oubliez pas de suivre et de faire des vues sur ma chaîne. Alors, juste pour répondre à la question de The Barbare, c'est combien de pourcents les handicapés? En France, je crois que c'est entre 8 et 12% de la population, ce qui est énorme, en fait. Et si on n'avait pas, si on n'avait pas d'aide pour les accompagner, ben voilà, en sachant que il y a beaucoup de situations de handicap qui sont pas reconnues, notamment des autistes, notamment des fibromyalgiques, notamment voilà, donc c'est pas, je pense que je dis pour la Mais minorité. en même temps, tu crois que les gens qui travaillent pas sont quoi? Ils sont une minorité, gros. C'est pas, mais non, mais et puis 8-10%, je sais bien que c'est pas la majorité. Le fait est que c'est des gens qui, mine de rien, il faut les considérer. Au même titre que tu as des gens qui, concrètement, ne sont pas handicapés, mais n'arrivent pas à trouver de travail. Par manque de formation, par manque d'accès Parce qu'ils vivent dans une communauté rurale où le travail a ouais, été ouais, dépeuplé par tout ce genre de choses. Et le point sur la minorité, je suis désolé, mais je ne le comprends pas dans le sens où, mec, les gens qui n'ont pas de travail et qui touchent des aides sociales, c'est une minorité. On parle d'une minorité dans tous les cas. ouais. Ce message-là, vous l'avez lu. Moi, je vois le souci autrement. Si tu n'as pas ces aides, tu fais comment? Ben, tu ne vis pas bien et tu finis possiblement par soit mettre fin à ta vie toi-même, soit mourir de pauvreté. C'est un peu pour ça que ces aides sont singulièrement nécessaires. C'est ça. Je suis atteint de flémingite aiguë. Je crois que j'ai la même maladie que j'ai. Exactement la même. Mais tu fais, c'est compliqué. Le truc, c'est que je ne vois pas comment on peut vivre dans une société où, de toute façon, en fait, si on n'accompagne pas les gens qui n'ont pas de revenus, en leur donnant des revenus, justement, on vit dans une société apaisée. Parce que ça veut dire que littéralement, on laisse des gens le nez dans la merde, le nez dans leur merde, et ils vont finir par crever. Je n'arrive pas à entendre le n'arrive pas à trouver de travail. Le problème, ouais, ouais, le problème, c'est que c'est vrai, quoi. Je vois Franchement, pas c'est les le problème. choses, je vois pas les choses comme ça. Je suppose les choses ne veulent pas se faire pour si peu. Je vois, hein, quand tu gagnes 800 euros avec des aides et 1100 euros en bossant. Si tu gagnes 800 euros avec des aides, ça veut dire que tu es dans un cas particulier comme être handicapé, ce genre de choses, parce que tu ne touches pas 800 euros d'aide en dehors de ce genre de Baisser choses. Ou les alors, aides. Non, mais tu vois, là, on touche à un truc intéressant. Baisser les aides et monter le SMIC. Ben, je suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense qu'on peut monter le SMIC pour que ce soit effectivement plus incitatif. Et je pense qu'on peut le monter drastiquement, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait le doubler, ce serait pas dommage. Par contre, je pense qu'il faut augmenter les aides, notamment pour que on puisse se dire, par exemple, qu'on arrive enfin
à supprimer la pauvreté. On pourrait tout à fait avoir un SMIC à 2000 euros et des aides à 1000 balles, un RSA à 1000 balles, une allocation handicapée à 1000 euros. Et, euh, et Doubler voilà. le Et SMIC, en ça le fait, fait rire. Bah oui, doubler le SMIC. Chômage, avec un SMIC, tu peux oui, gagner 800 euros. Chômage, ouais. ça veut dire que tu as travaillé auparavant. Donc en fait, c'est une aide qui n'est conditionnelle qu'au fait que tu aies travaillé dans la société. Donc c'est un petit peu contradictoire par rapport au message que tu envoies où tu te plains des gens qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que certes, ils ne travaillent pas sur le moment où ils ont le chômage, mais ils ont travaillé pour pouvoir toucher ce chômage, et quelqu'un qui ne travaille pas du tout dans la société n'arrivera pas à toucher ces 800 euros. Au Japon, il y a des aides aussi, mais c'est plus facile d'embaucher, donc moins de chômage. Je pense que moins de 40% gagnent plus de 2000 euros. Travailler 6 mois et avoir le chômage 2 ans, c'est une bonne politique. Et là, du coup, c'est pareil, on en revient toujours à la même chose. Je ne crois pas aux vertus du chômage déjà, parce qu'en fait, du coup, Oui, ça te rend tributaire d'institutions merdiques comme Pôle emploi, comme les ACDIC, ça existe toujours, les ACDIC, je sais pas. Mais par contre, on pourrait tout à fait passer tu travailles, pour X ou Y raison, tu perds ton emploi et du coup, tu retournes à une forme ou une autre de revenu de subsistance. Et, euh, et c'est pas grave. et puis même le RSA et ce genre de choses sont des choses que tu ne peux pas obtenir toute ta vie sans montrer patte blanche. Et c'est pour ça que ça te rend tributaire d'une institution et ce genre de choses. Il faut faire régulièrement un travail plus léger que la plupart des travaux, mais un travail où tu dois montrer patte blanche, montrer que tu cherches un emploi, etc. Et au bout d'un moment, c'est quelque chose qui t'est sucré si tu n'as pas trouvé d'emploi. Donc c'est pas un système qui donne quelles que soient les conditions. Il y a des conditions fondamentales, et encore une fois, c'est des choses pour lesquelles moi et mon frère, on n'est pas fondamentalement pour. On est pour un filet de sécurité sociale complètement différent que celui qui est aujourd'hui. Et par rapport à ta réflexion, je pense que moins de 40% gagnent plus de 2000 euros. Je pense que c'est vrai, et je pense que ce n'est pas juste. Je pense que les gens qui travaillent devraient gagner plus de 2000 euros, grand minimum. Et je pense que pour les petites entreprises qui souhaitent engager des employés, eh ben, il devrait y avoir des aides conséquentes pour qu'ils puissent engager des employés à plus de 2000 euros. Et Pour les petites entreprises, pour les clairement, petites ouais, ouais. entreprises. Mais tout ça, c'est quelque chose de facilement réglementable par le gouvernement, ou à partir d'un niveau de salaire Par pour une la certaine, loi, en tout cas. par la loi, à partir d'un niveau de Parce que salaire c'est pas le pour gouvernement une qui fait la petite, loi. à partir d'un niveau de salaire pour une petite entreprise, un niveau de profit pour une petite entreprise, effectivement, vous recevez tant d'aides pour pouvoir embaucher quelqu'un. Gojira, Jamais chômeur, assez. va, chômage. Le chômage est utile pour la durée, tant travail, tant de droit est merdique. Euh... En fait, on vient de répondre à ça. hmm. Mais voilà, j'ai jamais taffé assez longtemps en France pour avoir le chômage. Du coup, t'es au RSA en ce moment? Ouais, moi, j'ai jamais entendu personne qui pouvait avoir 2 ans de chômage en ayant bossé 6 mois. Je sais que Maxence, il a dû bosser 3 ans pour avoir 1 an et demi de chômage. Mais, euh, mais ouais, je sais pas. Après, sa situation est un peu complexe parce que du coup, il est à la fois, il travaillait à la fois dans un restaurant et à la fois en tant que, à un moment, il a eu son intermittence, à un moment, il a plus une intermittence. Enfin, en tout cas, il essayait aussi En sur le sachant côté que d'avoir son maintenant, tu peux plus intermittence. cumuler, hein. Tu peux plus cumuler régime G et intermittence. Du coup, non, c'est mort. Ouais. De toute façon, il a eu son intermittence.
le minimum de temps et il l'a plus après parce que du coup, malgré les heures d'efforts qu'il déployait dans les répétitions et ce genre de choses, les répétitions n'étant pas comptées, ça ne marche pas. Et Ah, comme ça dépend, ça dépend, ça dépend. ça dépend. Mais ces répétitions à lui qui étaient faites dans un cadre beaucoup trop officieux n'étaient pas comptés. Après, ça c'est la faute des patrons qui engagent de façon absolument dégueulasse. Et en plus de ça, du coup, ces patrons se rendaient responsables de pire que ça. C'est-à-dire que dans nombre des travaux qu'il a fait, c'est aussi s'il aurait dû s'en rendre compte un peu plus tôt, mais il n'était pas payé directement sur les représentations, ça a pris plusieurs mois et au final il a dû se battre pour pouvoir faire confirmer par ses employeurs que cette date-là il avait vraiment fait une représentation de 1 heure et demie, que tel autre truc, parce qu'il s'était rendu compte que ça correspondait pas du tout à toutes les représentations qu'il avait faites, le temps de travail qui avait été marqué et le salaire qu'il avait reçu. Je suis chez mes parents depuis que je suis rentré en France. Et ça ne m'étonne pas, il y en a plein comme ça, de plus en plus. Si tu montres patte blanche, comme tu dis, ou avec des informations, tu peux Avec des repousser le temps. formations. Des formations. Donc des formations pour le coup c'est du travail, et si tu montres patte blanche, ça veut dire que tu as fait l'effort de... t'as fait un effort qui est jugé comme... du coup oui, Ah ouais. mais t'as montré patte blanche quoi, du coup je comprends pas le problème. Tu crois que c'est de J'ai une l'arnaque? question con, Kojira, mais t'as quel âge? Pardon, voilà, c'est reparti. C'est reparti. Ouais, putain, Je crois que Streich. c'est reparti. Streich. T'arrives et bim, ça crache. Putain. Salut Ostrich. C'est suédois, quoi. Merde. Salut, Streich. Euh, Et du coup, juste pour reprendre, Kojira, tu t'as pas fait une demande de RSA? Et Comment on va allez-vous? bien. On va bien. Bah, du coup, on va de toute façon pas tarder à à arrêter parce que mon frère a quelque chose à faire. Apparemment plus Ouais. intéressant que de parler avec vous, hein? Tss. Ouais, bah, je dois filer un peu de temps pour aller chercher du matériel. Sinon, je suis désolé. T'es Du oisif, coup, chômeur. Je sais pas. bref, du coup, on se dit vendredi 14h. Ouais. Voilà. Et on verra de quoi on parle. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur les régionales, là. Ok. Voilà. Non, bah, parce que c'est bientôt, là. Ouais, ouais, ouais. J'ai essayé de prendre mon oui le plus enchanté, Ouais, je de le sais. faire avec le plus J'ai bien d'enthousiasme envie d'en parler. possible. Non, non. Pourquoi ils disent non? Bon, bah voilà. Je suis désolé, je vais devoir y aller. Donc, du coup, je vous dis bah, peut-être à vendredi. Et puis sinon, salut. Bah, dis pas, je vais devoir y aller. Enfin, si t'y vas, l'émission qu'on fait tous les deux, je vais la terminer. Non Non, pour le pour le RSA, RSA, mais d'accord. du coup, profite, fais une demande, hein, ça ne mange pas de pain. Je t'invite à le faire. Arrête, il va se faire détester par The Barbare après. Tu- Tu t'es encore loupé. You missed it again. Ils font la paix avec l'Angleterre de merde, c'est pas vrai. Ce Et matin, les régionales, c'est en juin. Bon, sur ce, je vais vraiment devoir y aller, donc je suis vraiment Non, mais désolé. je rigole, The Euh, Barbare, je rigole. Allez, bisous tout le monde. Allez, des bisous à tous et ciao. Ciao.